bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence des Journées de l'économie que je suis ravi d'animer cet après-midi. La biodiversité bouscule la science économique vers une économie politique de la nature. Mais d'abord, avant d'évoquer ce sujet, il faut que je vous raconte cette anecdote plus que révélatrice du thème qu'on va évoquer ensemble cet après-midi durant ces prochaines minutes. En un mot, je suis journaliste à Radio France Internationale, présentateur de la chronique quotidienne Aujourd'hui l'économie, c'est tous les matins à la radio. Et je travaille avec le service documentation de Radio France Internationale. Donc je leur ai demandé des travaux, des articles, des rapports, des études sur le sujet qu'on va évoquer. Et la réponse de mes collègues a été assez révélatrice de ce pourquoi la thématique d'aujourd'hui va être passionnante. Je vous la lis parce qu'elle vaut son pesant d'or. Je m'attelle à ta recherche, Stéphane, mais je vois tout de suite un écueil. À part les démonstrations que le capitalisme et la biodiversité sont antinomiques, je ne vois pas ce que je pourrais trouver. Bon, voilà qui est dit, et justement, ça veut dire beaucoup, d'où l'utilité de cette conférence et de votre présence aujourd'hui. Car pendant longtemps, l'économie a traité la nature à minima comme un décor, mais le plus souvent comme une ressource, voire comme un capital tout simplement. Mais la nature et la biodiversité, c'est finalement tout un écosystème dont dépend l'économie, précisément, d'autant qu'en moyenne, plus de la moitié du PIB mondial dépend de la biodiversité. Donc on voit quand même que c'est assez essentiel, voire indispensable. Et cette évolution, pour ne pas dire cette révolution qui est cette prise de conscience, elle oblige la science économique et ses modèles à s'ajuster, si ce n'est pas à se réinventer, avec cette question, comment on va intégrer le vivant dans les modèles économiques, les comptes publics, les politiques, bref, l'activité économique dans son ensemble. Et on va essayer justement d'y voir plus clair tous ensemble cet après-midi avec nos trois intervenants que je remercie pour leur présence. On va commencer avec vous, que je remercie, Anne-Charlotte Vessière, bonjour. Chargée de recherche au CNRS, écosystème, biodiversité et évolution, l'écobio de l'Université de Rennes. Fanny Aurier, directrice de recherche au CNRS et à l'Aix-Marseille School of Economics. Merci pour votre présence. Et enfin, Harold Levrel, professeur d'économie au Muséum national d'histoire naturelle et chercheur au CESCO. Merci donc à vous trois. Merci à vous ici d'être là. Vous allez enrichir nos échanges avec vos questions. Vous avez la parole avec un numéro de téléphone qui est le suivant, le 07 69 09 98 10. Il va s'afficher derrière moi durant toute notre conférence. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des SMS. J'ai une tablette sur laquelle je vais pouvoir prendre en compte toutes vos questions, toutes vos remarques, toutes vos affirmations, vos négations. Voilà, n'hésitez pas. Et vous aussi qui êtes en ligne, qui nous regardez, merci à vous. Pareil, ce numéro, le 07 69 09 98 10. Et on fera évidemment, vous qui êtes un peu partout en France et dans le monde, on fera écho de votre voix. Alors on l'a compris, la biodiversité, c'est un défi fondamental pour la théorie économique. Et on va commencer avec vous, Harold Levrel. C'est vous qui avez proposé le titre de cette table ronde. Alors en quoi la biodiversité échappe au cadre analytique de l'économie ? Merci pour la question. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est un titre que j'avais évoqué avec les organisateurs, que je trouvais intéressant parce que quelque part, la biodiversité, ça pousse un peu dans ses retranchements notre discipline. Je suis économiste de formation et j'ai dû faire face à ça. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs raisons à cela. Souvent, quand on est interpellé pour parler de l'économie de la biodiversité, les personnes arrivent avec dans l'idée, on a réussi à faire de l'économie du climat pour la biodiversité. On doit pouvoir réussir à faire des choses un peu similaires. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué pour la biodiversité pour des raisons assez évidentes quand on y réfléchit un petit peu. C'est que, premièrement, pour une raison éthique, la biodiversité, elle a un contenu éthique important. C'est-à-dire que quand on parle d'animaux, de mammifères, d'oiseaux, on a une perception de ces entités qui ne sont pas comparables à la perception d'une unité de carbone ou d'un litre d'eau, ou tous les sujets qui sont traités habituellement quand on parle d'économie de l'environnement, si je pouvais le dire ainsi. Et donc, cette dimension éthique, elle est tout de suite très, très importante dans les débats sur le sujet. Un deuxième élément qui explique les difficultés qu'on rencontre, c'est, je dirais, de nature théorique en économie. Si on prend l'économie
qu'on nous enseigne à la faculté, c'est l'économie néoclassique qui donc fonctionne selon des modèles qui renvoient à des mécanismes marchands avec une offre, une demande, un consommateur, un producteur, etc. Et eh bien, en fait, pour la biodiversité, on est dans une situation où on fait face à un bien public, un bien commun, qui ne va pas être facilement appréhendé par des modèles qui décrivent des logiques marchandes, ni non plus par les préférences des consommateurs au sens où on l'entend classiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à faire des choses. On a les notions d'externalité qui nous aident pour essayer de réintroduire ces sujets de biens publics dans nos outils standards, mais quand même, ce n'est pas totalement satisfaisant et ça soulève un certain nombre de challenges. Et disons que quand on aborde ce sujet sous l'angle théorique, quelque part, il faut déjà se sentir prêt à changer un peu de logiciel. Il faut aller convoquer d'autres disciplines. L'écologie, elle est quand même essentielle pour faire un travail sérieux en économie de la biodiversité, mais aussi potentiellement du droit, puisque je l'ai dit, il y a des dimensions éthiques qui sont importantes, donc qui sont vraiment utiles dans ces démarches. Et une fois qu'on a fait ça, alors, dernier élément qui pose des grandes difficultés, c'est la partie empirique. La biodiversité, en fait, on la connaît encore très mal. C'est un objet qui est mal décrit, malgré tous les efforts qui sont consentis en la matière. Et on connaît mal la biodiversité et on connaît encore plus mal toutes les interactions qui font que cette biodiversité elle est dynamique. Or, dans beaucoup de projets de recherche ou de politique publique, on essaye de considérer la biodiversité comme un input, c'est-à-dire un facteur de production, tout comme on va pouvoir le faire pour d'autres inputs. Et l'idée, elle est intéressante, parce qu'indéniablement, on a besoin d'un capital naturel pour produire des services qui sont utiles à la société, comme la pollinisation pour les plus évidents pour les agriculteurs, mais de manière plus générale, pour évaluer les risques, pour évaluer la dépendance aux fonctionnalités du vivant, on a besoin de ces fonctions de production. Or, on ne sait pas bien les construire, ces fonctions de production, pour beaucoup de raisons. Encore une fois, une question de connaissance sur comment les interactions font que la nature va réagir dans telle ou telle configuration. Et puis aussi, en fait, elle est toujours source de surprise. Quand on veut établir une relation entre un écosystème, une somme d'entités dans un milieu naturel et la production de services écosystémiques, on se dit, tiens, telle espèce qui est pollinisatrice, si elle disparaît, ma fonction de pollinisation, elle va disparaître. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Si l'espèce pollinisatrice disparaît, une autre espèce va prendre la niche écologique généralement, et alors parfois, elle va polliniser aussi bien, parfois mieux, parfois moins bien, parfois pas du tout, enfin bref, la fonction de production, elle est très difficile à établir dans la durée et quelque part, les logiques de substitution qu'on utilise beaucoup en économie, elles s'y prêtent pas très bien. Voilà un peu des éléments là en préambule pour dire que voilà, on a besoin souvent de mobiliser pas mal de nouvelles choses. On va en discuter sûrement après, aussi bien du côté des outils théoriques que appliqués sur le sujet. La science économique est peut-être un peu trop anthropocentrée pour qu'on puisse justement évoquer ce sujet. Je me tourne vers vous, Fanny Henriet, vous êtes co-autrice d'un rapport du Conseil d'analyse économique sur la comptabilité environnementale de la forêt. Et justement, comment peut-on, et déjà est-ce qu'on peut, mesurer la valeur de la biodiversité autrement que par la monétarisation, une fois qu'on a défini ce qu'était la biodiversité ? Alors oui, en effet. Donc on a adopté vraiment une approche très anthropocentrée, pour reprendre votre terme. Donc pourquoi on a fait ça ? On est parti quand même du principe, de l'observation que les grands agrégats économiques qu'on a l'habitude de manipuler, donc le PIB, le patrimoine, la valeur ajoutée, mesure pas bien du tout la création de richesses véritables. Donc, par exemple, si vous avez une forêt, vous coupez l'ensemble des arbres et puis vous vendez les arbres, vous allez avoir une augmentation, vous vendez le bois, vous allez avoir une augmentation du PIB, donc qui correspondrait à de la création de valeur, donc de la création de richesses, une augmentation
c'est de la valeur ajoutée. Alors qu'en fait, vous allez détruire beaucoup de richesses. Vous allez détruire les services de séquestration du carbone qui étaient fournis gratuitement par la forêt. Vous allez détruire la biodiversité. Vous allez détruire les services récréatifs qui étaient rendus par la forêt aux hommes. Donc même si on ne considère que les services qui sont rendus aux hommes par la forêt, en fait, ces agrégats, ils sont très très mauvais. Et donc, c'est pour ça que, voilà, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut arriver à corriger ces mesures, ces instruments de mesure, pour refléter un peu mieux la création de richesse, la valeur ajoutée de la forêt. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a additionné, donc c'est quand même un peu dans une logique de substitution, la valeur ajoutée marchande, donc effectivement de la sylviculture, donc vous coupez le bois, vous vendez le bois, ça vous fait des revenus, ça rentre dans les comptes nationaux, mais aussi les autres services. Donc le service le plus facile à prendre en compte, même si ça pose quand même des questions qui sont pas évidentes, c'est le service de séquestration du carbone par la forêt. Donc quelle est la valeur chaque année de ce service de séquestration, mais aussi la valeur en régulation des crues, les services récréatifs. Et donc pour tout ça, on a un peu des méthodes différentes pour chacun des services qui sont rendus. Mais effectivement, ça demande un peu d'inventivité pour essayer de traduire ces services en valeur monétaire. Donc, si vous voulez que je vous dise quand même le résultat, parce que s'il vous plaît, oui. C'est que finalement, bon, même si on ne prend pas en compte vraisemblablement tous les services rendus par la forêt, la valeur de la sylviculture, c'est environ 3 milliards d'euros. Et si on prend par an, donc la valeur ajoutée, si on prend l'ensemble des services, on est plutôt sur 11-12 milliards d'euros. Donc en fait, la valeur ajoutée marchande, c'est moins d'un tiers de la valeur ajoutée totale, avec des méthodes critiquables. Hein. On pourra revenir dessus. Oui, oui. Et justement, il faut penser aussi la notion d'indicateur de modèles économiques sur cette thématique-là précisément. Parce qu'on là, on évoquait justement la création de richesse. La création de richesse, on peut penser tout simplement par l'activité économique. Mais bon, la nature aussi crée de la richesse par elle-même. Et ça, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable. Il faut peut-être créer de nouveaux acteurs, de nouvelles notions. Oui, donc c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est de mesurer une valeur ajoutée véritable, une épargne véritable, et qui ne soit pas seulement celle des services des comptes marchands, qui ne soient pas seulement celles qu'on voit dans les comptes marchands, mais qui correspondent à une vraie valeur ajoutée, à une vraie production de services pour l'homme en l'occurrence. Et c'est sûr que le PIB a beaucoup de défauts et ça fait partie de ces défauts-là. Oui. Et justement, Anne-Charlotte Vessière, vous avez une certaine expérience sur les politiques publiques et notamment de compensation écologique. Comment justement, on évoquait principalement ces indicateurs économiques, comment on peut les faire évoluer pour mieux inclure la biodiversité ? Alors avec la compensation écologique, on prend là un exemple assez intéressant où l'économie n'est qu'un outil pour mesurer finalement les coûts, pour mettre en œuvre ces compensations écologiques. Mais dans les compensations écologiques, on ne cherche pas à évaluer une valeur de la biodiversité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de la compensation écologique, il existe en France, en Europe et dans d'autres pays dans le monde. C'est un principe général qui dit que lorsqu'un aménageur, alors il y a des seuils, etc., tout le monde n'est pas soumis à ça, mais lorsqu'un projet d'aménagement va avoir lieu, s'il a des impacts résiduels sur la biodiversité, si tout a été fait pour éviter et réduire, mais qu'il y a des impacts résiduels négatifs sur la biodiversité, alors l'aménageur se doit de compenser en nature ces impacts sur la biodiversité. Compenser en nature, ça veut dire il est nécessaire de chercher une équivalence écologique entre ce qui a été impacté et ce qui va être restauré ou amélioré ailleurs. Donc si on impacte une zone humide, il faut pouvoir reconstituer une zone humide similaire. Ça pose aussi des questions de distance. Il ne s'agit pas de compenser à l'autre bout du monde ou même à l'autre bout du département. On parle de zone humide, vous allez rester dans le même bassin versant ou sous-bassin versant. Si vous impactez une certaine espèce, il va falloir rester dans la même aire de répartition de cette population d'espèces impactées. Donc il y a vraiment toute une logique très biophysique et écologique qui va être imposée pour choisir le lieu de cette compensation écologique. Et en fait, on peut avoir différentes analyses économiques de cette question-là, mais en tout cas, on peut regarder le coût de la mise en œuvre de ces compensations écologiques. Mais là, il s'agit du coût d'achat de foncier, mobilisation des bureaux d'études en écologie, de concertation éventuelle,
matériel, d'achat de matière, location de camions pour transporter des plantes à planter, par exemple. Donc c'est tout ce qui concerne plutôt le coût de mise en œuvre de cette politique publique. Mais là, l'économie ne nous aide pas et on ne cherche pas à ce qu'il y ait une valeur économique de la biodiversité associée à ces dispositions et ces mises en œuvre. En fait, c'est vraiment ici une situation où on a une norme extra-économique pour prendre la décision. Ici, l'économie n'est pas celle qui va nous faire prendre la décision, parce qu'il y a le droit de l'environnement qui nous dit que lorsqu'une espèce est protégée, lorsqu'un milieu est impacté, il y a un soutien, une aide non économique pour prendre une décision dans ce contexte-là. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de vos travaux à l'université de Rennes. Fanny, je reviens vers vous parce qu'on parlait justement de la monétarisation. Est-ce que cette mesure monétaire de la nature, c'est finalement un début, une base? Est-ce que c'est une étape transitoire, une solution de compromis ou une impasse? Je pense que c'est une manière parmi d'autres. C'est une manière parmi d'autres, justement, d'essayer de voir combien, quelle est la valeur donc des services rendus par la nature. Et en fait, ce faisant, malgré tout, si on arrive, en tout cas si on croit suffisamment à la valeur que l'on donne, ça permet aussi d'éclairer les politiques publiques. Parce qu'en fait, on est toujours confronté à des arbitrages. Donc, est-ce qu'il faut planter des arbres ou pas? Est-ce qu'il faut plus récolter des arbres pour augmenter le carbone séquestré, par exemple, dans les charpentes, mais sachant que ça va, alors ça va peut-être améliorer le puits de carbone, mais ça va diminuer la biodiversité. Ça va pas être génial pour la biodiversité puisqu'on aura coupé beaucoup de bois. Et donc là, il y a des arbitrages, et pour pouvoir faire ces arbitrages-là, pour pouvoir décider qu'est-ce que c'est que la politique publique qu'on a envie de mettre en place, ou encore ce dont on parle dans la note, par exemple, c'est est-ce qu'on veut subventionner le bois énergie, c'est-à-dire subventionner le fait donc d'utiliser du bois qui donc provient des forêts pour produire du chauffage ou de l'énergie en général. Donc tout ça, c'est des questions pour lesquelles c'est utile d'avoir une valeur monétaire, de comparer les différentes solutions en leur donnant une valeur monétaire. Harold Levrel, est-ce que finalement on peut intégrer la valeur économique et la valeur intrinsèque du vivant dans nos modèles d'aujourd'hui et dans les modèles de demain? Est-ce qu'il faut finalement, on parlait du PIB qui n'était pas un bon indicateur, est-ce qu'il faut repenser le PIB ou développer des indicateurs alternatifs qui seraient inclusifs? Oui, alors bon, on a plusieurs approches, comme vous l'avez compris, sur le sujet, mais je pense que la question de proposer des valeurs monétaires des services écosystémiques fournis par la biodiversité, c'est intéressant. Voilà, c'est mon opinion après. Quand on est sur des services qui sont très concrets pour des acteurs économiques qui ont vraiment, à qui ça renvoie quelque chose de palpable. Par exemple, la pollinisation, j'en parlais tout à l'heure. Si on invoque les pertes de pollinisateurs avec des agriculteurs qui vont vraisemblablement voir leur rendement baisser quand leurs cultures dépendent des pollinisateurs, par exemple le colza, il va y avoir une capacité à utiliser ces valeurs dans un sens, je dirais, opérationnel, où on peut faire des arbitrages, où on peut commencer à produire des analyses, disons, coût-bénéfice sur cette base-là. Quand on commence à faire des évaluations monétaires de services écosystémiques beaucoup moins concrets, je pense aux activités récréatives, alors c'est très concret les activités récréatives en rapport avec la nature, mais par rapport à une estimation monétaire qui renverrait à quelque chose qui se rapprocherait d'un prix de marché dans une préférence, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ce qu'on fait comme constat quand on mène des enquêtes sur le terrain, c'est que les personnes ont énormément de difficultés à établir quelle est la valeur du plaisir qu'ils ressentent, monétaire, j'entends, du plaisir qu'ils ressentent associé à une activité récréative de nature. Et il y a d'autres indicateurs pour en parler. Est-ce que la fréquence de visite d'un site, le fait que ce soit accessible, la distance par rapport à des sites. Bref, on a d'autres indicateurs à disposition pour parler de ces services écosystémiques sans forcément leur affecter une valeur monétaire. Donc, c'est vrai que
avec un certain nombre de collègues, on est plutôt dans une perspective multicritère de l'analyse des services écosystémiques, où on va mobiliser des évaluations monétaires pour un certain nombre de services quand ça fait sens du point de vue des éléments que j'ai mentionnés à l'instant, et puis d'autres critères qui sont des indicateurs d'accès, des indicateurs sanitaires, des indicateurs biophysiques purs, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes, le fait que les oiseaux soient présents et abondants et divers, ça a une valeur en soi. Et ce qui reflètera le mieux cette valeur, eh bien, ce sera les indicateurs de présence d'oiseaux. Rien ne sert de vouloir dire combien ils valent monétairement pour ces personnes et éventuellement créer des extrapolations. Ça ne renverra pas à leur préférence, leur croyance. Notamment, parce que vous avez utilisé le mot, il y a des valeurs intrinsèques qu'on affecte, qu'on attribue à ces oiseaux. Et ces valeurs intrinsèques, elles ne sont pas représentables par des estimations monétaires. Alors, derrière ça, il y a la question de, en tant qu'économiste, qu'est-ce qu'on fournit comme outil pour porter des diagnostics, disons, à l'échelle d'un territoire, voire à l'échelle nationale en la matière. Donc, on utilise une diversité d'indicateurs, j'en ai déjà parlé. Il y a d'ailleurs, c'est à mentionner au niveau national, plus uniquement le PIB pour refléter la richesse du pays. Peut-être vous le savez, il y a 10 indicateurs qui reflètent la richesse du pays dans une perspective multicritère, puisqu'on a les émissions de CO2, par exemple, dans ces 10 indicateurs. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs liés à l'environnement. Mais ça montre bien qu'on a quand même la possibilité de parler de richesse, de parler de valeur, sans forcément se restreindre à des estimations de valeur monétaire. Et je pense que pour la biodiversité, c'est vraiment un cas exemplaire de ce point de vue-là. Et justement, on parlait de valeur monétaire. Alors là, on est sur à peu près autre chose, mais ça rejoint. Il y a un message d'une fiscalité progressive forte de la consommation, en taxant fortement la surconsommation, pourrait modifier le marché, le rendre ouvert aux investissements favorables et la dégradation des patrimoines naturels, la valeur de remplacement à l'identique serait évidemment intégrée dans la consommation. Donc en gros, ce qu'on peut comprendre avec cette réaction, c'est que il y a quand même une valeur monétaire qui est donnée à ce qui nous entoure. Et là, un autre message qui est très intéressant également, sur l'arbre coupé qu'évoquait Fanny, tout est affaire de compromis. Une personne qui est enseignante dans une école d'ingénieurs, qui nous envoie ce message, elle se doit de présenter aux étudiants des méthodes pour calculer les éléments de ce compromis, pour arbitrer. La difficulté que la personne évoque, c'est qu'il y a beaucoup de textes, il y a plein de principes, mais très peu de méthodes qui sont actionnables afin qu'un discours sur l'ingénierie durable ne soit pas juste pour dépeindre un monde en noir pour des jeunes qui aspirent justement à un discours plus volontariste et optimiste. C'est aussi tout l'enjeu de notre réunion aujourd'hui. Alors, si on va sur des choses très pragmatiques, et y compris pour des étudiants en ingénierie qui ont besoin de choses tangibles et concrètes et quantifiables, il y a le cas des aménagements, qu'on peut prendre comme exemple, autoroutiers, urbains, qui nécessitent de faire ce qu'on appelle des évaluations environnementales et des évaluations socio-économiques. Les évaluations socio-économiques intègrent des éléments non marchands, comme la vie humaine, comme les émissions de CO2. Et on utilise pour cela des valeurs tutélaires. Alors, elles sont normalisées, notamment dans un rapport qui a été publié, qu'on appelle le rapport Quinet, du nom de l'auteur principal de ce rapport, de 2013. Il y a des choses qui ont été mises à jour, mais c'est celui-là qui fait encore référence à ma connaissance. La biodiversité est évoquée assez rapidement dans ce rapport. Ils expliquent, les auteurs de ce rapport, que finalement, ils n'ont pas réussi à proposer une valeur tutélaire de la biodiversité. Il y avait un exercice préalable qui avait été réalisé en 2009, qu'on appelle le rapport Chevassus, sur le sujet. Et la suggestion, donc en capitalisant sur ces deux rapports, la suggestion, c'était de dire, on ne va pas proposer des valeurs monétaires au sens welfariste, au sens où l'entendent les économistes habituellement, mais on va utiliser le coût du respect de la séquence éviter, réduire, compenser. Un petit peu, voilà, c'est la base de ce qu'évoquait Anne-Charles tout de suite. C'est-à-dire que dans le cadre d'un projet urbain, pour intégrer la valeur monétaire de la biodiversité, eh bien, on va regarder comment on atteint un objectif qui est mentionné dans la loi de 2016 de reconquête pour la biodiversité, qui est un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, qui est un objectif très exigeant dans cette loi de 2016. Sans surprise, il n'est pas respecté, mais qui nous dit que pour qu'un préfet ou une préfète donne une autorisation d'aménagement, eh bien, il faut que la démonstration de l'absence de perte nette de biodiversité ait été réalisée préalablement. Ce qui veut dire qu'on a acheté d'autres terrains
qui ont été très dégradés, sur lesquels on a pratiqué de la restauration écologique, on a obtenu des gains écologiques qui vont compenser intégralement les pertes qu'on va générer par son projet. Ça, c'est ce que nous dit la loi de 2016. Encore une fois, ce n'est pas appliqué en pratique. Mais c'est sur cette base-là que le rapport Quinet nous dit qu'on doit proposer des évaluations monétaires. Donc en résumé, le coût de l'acquisition du foncier, de la restauration du milieu, de la dépollution, etc. etc. Et c'est ça qui devrait être intégré dans la valeur actualisée nette qui prend en compte la perte de biodiversité. Donc ça, c'est pour aller sur un pendant très concret et très ingénieur, je dirais, et très analyse technico-économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas du tout aux mêmes valeurs que si on utilisait les méthodes d'évaluation monétaire standard de l'économie qui sont basées sur les préférences des consommateurs. Donc à la fin, il faut choisir d'une manière ou d'une autre. Bah là, le rapport, il a choisi, voilà. Pour le coup. Donc on a posé ensemble la théorie, on va passer à la pratique, car la biodiversité, on l'a évidemment bien compris, elle transforme l'économie réelle qui nous entoure, et on va s'appuyer sur les modèles qu'on vient d'évoquer pour parler du réel. On l'a compris, donc la biodiversité, ça reconfigure la forêt, l'agriculture, les entreprises, les territoires. On évoquait, Fanny Horier, avec vous, la valeur non marchande de la forêt qui dépasse sa valeur marchande. Est-ce que ce constat peut transformer, in fine, les politiques agricoles, les politiques industrielles ? Eh ben, oui, c'est-à-dire que, en tout cas, l'idée, c'est quand même de cet exercice qu'on a fait, hein, d'essayer d'avoir une valeur ajoutée qui prenne en compte la valeur non marchande, c'est de pouvoir éclairer les politiques publiques. Alors, je ne sais pas si ça va peut-être pas éclairer toutes les politiques publiques et toutes les politiques, la politique industrielle, etc. Mais en tout cas, ça permet de dire des choses sur, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, sur le bois énergie. Donc, est-ce qu'il faut subventionner ou pas le bois énergie? Donc ça va dépendre de quand vous coupez du bois dans la forêt, en combien de temps il va repousser? Parce que s'il repousse tout de suite le bois que vous avez coupé, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser le bois que vous avez coupé pour produire de l'énergie, du chauffage. Puis comme ça repousse tout de suite, c'est neutre en carbone. Donc c'est du point de vue du CO2. En pratique, c'est pas du tout le cas. Le bois repousse pas du tout de suite, et il repousse d'autant moins tout de suite que les forêts françaises sont en mauvais état. À cause notamment du changement climatique, du stress hydrique, etc., qui fait qu'en fait, il y a une hausse de la mortalité, une baisse de la croissance des arbres, etc., qui fait qu'en fait, que si vous coupez un arbre, il met du temps à repousser. Et donc, les dommages, en fait, si vous l'utilisez pour le brûler, le bois pour produire de l'énergie, en fait, vous allez créer des dommages climatiques, et donc, vous n'êtes pas du tout neutre en carbone. Et donc ça, il faut voilà. Si vous arrivez à mettre une valeur sur le puits de carbone et sur la manière dont la forêt se régénère, et à valoriser monétairement du coup les dommages que vous provoquez en coupant ce bois, vous allez être capable d'éclairer les politiques de bois énergie. Pareil pour les politiques donc de plantation d'arbres, et pour notamment tout le label bas carbone, etc., où vous avez droit à des crédits l'État certifie des crédits CO2, vous dit vous avez séquestré une tonne de CO2 à partir de reforestation, etc. Et donc pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai, à combien on valorise ça, etc. Donc ça, on peut le faire, on peut éclairer les politiques publiques, mais c'est vrai que tous les exemples que je donne là, c'est plutôt des exemples qui sont liés au carbone, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire pour le carbone que en fait pour la biodiversité. Alors on a quand même dans la note, on a utilisé une valeur des services récréatifs qui est justement non pas liée aux déclarations, mais aux préférences révélées. Donc ça, c'est la méthode que les économistes font pour essayer de valoriser les services récréatifs. C'est combien les gens sont prêts à payer pour aller en forêt. Et donc, comment on mesure combien les gens sont prêts à payer? Et par leur coût de déplacement, notamment. Combien de temps ils sont prêts, combien de temps ils mettent, combien ils sont prêts à payer en temps pour aller se balader en forêt. On dit le temps, c'est à peu près, ça vaut à peu près tant d'euros par minute, et donc voilà une valeur qu'ils accordent aux services récréatifs, puisque c'est ça qu'ils sont prêts à payer. Donc c'est sûr que c'est très critiquable, que c'est une tentative d'essayer à partir des comportements des gens, de trouver la valeur qu'ils accordent à ces services récréatifs, mais voilà, effectivement,
il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Oui, on parlait de la forêt, on va parler avec vous, Anne-Charlotte Vessière, parce que vous avez beaucoup travaillé sur les invasions biologiques. Alors je mets invasion entre guillemets, parce que ça peut être un mot parfois qui peut faire peur, mais c'est un mot tout à fait normal dans notre milieu. Des espèces qui bouleversent ces invasions-là, qui bouleversent évidemment la nature, mais aussi l'activité économique, en bien ou en mal d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus, justement, des conséquences de ces invasions biologiques? Déjà, quelles sont-elles? Oui, alors invasion biologique, c'est déjà un peu une évolution parce qu'avant on parlait plutôt d'espèces exotiques envahissantes et là ça peut encore plus choquer de vraiment mettre le doigt sur voilà, des espèces qui posent problème. Alors pour définir, les espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces animales, végétales qui sont sorties de leur aire de répartition naturelle et qui vont avoir des impacts sur la biodiversité, l'économie et ou la santé et la sécurité humaine. Donc en fait, il y a toute une base de données mondiale, des bases de données européennes et même nationales, locales, qui décrivent comme ça les espèces qui aujourd'hui, sorties de leur aire de répartition habituelle, posent des problèmes. Et donc l'idée, c'est de voir... en fait, cet exemple est assez intéressant des invasions biologiques parce que on a des boucles de rétroaction entre biodiversité et économie, en fait, dans tous les sens. L'économie bouscule la biodiversité et la biodiversité bouscule l'économie en retour. Je vous explique rapidement. Les invasions biologiques, elles peuvent avoir lieu de façon naturelle parce que voilà, les espèces vont petit à petit se déplacer. Il y a de toute façon un phénomène naturel qui veut que la biodiversité va bouger dans le monde, mais évidemment l'activité humaine, économique va grandement accélérer ça par le déplacement de biens, de marchandises. Aussi très volontairement, donc il y a des introductions volontaires. On va vraiment choisir de déplacer des plantes ornementales d'un milieu exotique vers un milieu ici, par exemple européen, et on va avoir parfois donc des plantes qui vont s'échapper de l'endroit où elles ont été plantées, ou alors elles vont proliférer un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé, et devenir, on va perdre le fil et la capacité d'agir, et elles vont devenir donc exotiques envahissantes. Mais il y a aussi des introductions involontaires, donc par exemple le frelon asiatique que vous avez sans doute tous rencontré cet été un peu partout. On voit que la présence est grandissante. Lui, il serait venu pour la première fois avec du transport de poteries asiatiques. Et donc, ça aurait été une des façons de son introduction. Il y en a peut-être eu d'autres depuis. Mais en tout cas, on voit que voilà, l'activité économique, elle est responsable de finalement l'introduction volontaire ou involontaire de ces espèces exotiques en dehors de leur aire de répartition. Sauf qu'en retour, donc là l'économie est responsable finalement de l'invasion, mais en retour on va avoir donc des impacts sur l'économie, des coûts. Et donc j'ai pu travailler dans le cadre de la base de données Invacost sur une recension de tous les coûts économiques dans le monde entier pour toutes les espèces et de tout temps, de tout ce qu'on a pu trouver dans la littérature scientifique et grise sur ces coûts générés par ces invasions biologiques. Et donc là on voit que l'économie est aussi là la victime de ces invasions. Mais une partie de l'économie aujourd'hui reste dépendante de ces espèces exotiques envahissantes. L'huître japonaise, par exemple, c'est quand même un secteur économique absolument important. Nous, en Europe, c'est une part absolument importante du marché mondial de l'huître. Et qu'est-ce qu'on fait ? On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne va pas faire tomber le secteur de l'huître du jour au lendemain. Donc, il y a toute l'incrustation, finalement, de ces espèces exotiques dans le secteur économique pour lequel elles ont été créées, qu'on ne peut pas vouloir comme ça arrêter du jour au lendemain. Il y a des effets en cascade. Questions. Et voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il y a toute cette question de comment agir dans ces situations-là. Alors, il y a plein de cas très compliqués où parfois ces espèces exotiques aujourd'hui sont exploitées dans un cadre qui n'est pas forcément légal, mais dont des populations pauvres dépendent directement. Et on ne peut pas non plus dire arrêtons cette espèce-là, on essaye de l'extraire parce que d'autres populations en dépendent pour leur survie parfois. Donc, on a vraiment une intrication de problèmes dans le monde entier autour de ces espèces-là. Et ce n'est pas un problème qu'on peut régler uniquement du point de vue écologique, uniquement du point de vue économique ou social. Ça nécessite vraiment des recherches interdisciplinaires et très locales et situées et pas du tout théoriques justement pour essayer de se sortir de ces situations-là. Et justement, comment les acteurs locaux sur le terrain, ils s'adaptent, ils font face à ces changements et ces effets en cascade que vous évoquez ? Alors, il y a plein de réactions. Il y a des cas où on essaye de lutter, mais bien souvent, une fois que l'invasion est en place, c'est très inefficace. Mais on peut avoir aussi un besoin politique de montrer qu'on tente de lutter, même si ça ne mène pas forcément à des résultats convaincants. Donc ça, c'est une façon de réagir. Il y a d'autres réactions où, en fait, on a essayé de valoriser économiquement ces invasions biologiques. Par exemple, on a un problème dans les cours d'eau français de Jussie, qui est une plante qui donc prolifère beaucoup sur beaucoup de cours d'eau et fleuves français. Et une façon d'essayer de
de contrer cette invasion, c'est donc d'extraire physiquement la jussie qui se développe sur les bords de cours d'eau et d'en faire de la méthanisation. Donc on essaye d'avoir une filière d'énergie verte à partir de ce déchet issu de la gestion de cette invasion biologique. Mais en fait, ça ne marche pas vraiment bien et on peut avoir aussi des risques de filières économiques qui vont en fait se créer et dépendre de ce déchet et en avoir presque besoin au bout d'un moment. Donc on peut avoir des effets comme ça aussi négatifs en retour. Sinon, il y a aussi d'autres façons d'agir. Il y a des primes à la capture. Par exemple, le poisson lion dans les Antilles est exotique envahissant. Et il y a régulièrement des campagnes des services de l'État pour en fait suggérer au grand public d'aller pêcher ce poisson et le consommer parce qu'il se trouve qu'il est gustativement intéressant. Donc il y a toute cette possibilité. Sachant que, petite anecdote, il y a quand même un gros problème de chlordécone, vous savez, ce produit utilisé dans le cadre de la culture de la banane, qui rend certaines eaux vraiment très toxiques, et le poisson volant, donc le poisson lion, concentre beaucoup cette matière-là, et donc les services de l'État doivent dire oui, mais par contre, attention, il y a une carte des zones où on vous suggère de venir consommer ce poisson. Pas partout non plus, parce que là, vous prenez des risques pour votre santé. Donc là, on voit que tous ces sujets d'environnement peuvent aussi être liés. Et donc finalement, à la fin, Roald Devrel, il faut arbitrer. Il faut arbitrer entre stock de capital naturel, entre énergie, entre conservation, entre activité économique, entre tous ces enjeux-là. Oui, alors il y a une utopie économique qui serait de dire on va chercher un optimum social pour arbitrer. Ça, j'utilise à escient le terme utopie parce que là vraiment déjà, enfin, personne n'est naïf sur le fait que faire des choix sociaux sur la base d'analyse coût-bénéfice ayant intégré toutes les valeurs de tous les aspects du compromis, bon, ça marche pas bien, hein, il n'y a pas besoin de détailler pourquoi. Mais pour la biodiversité, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que, quelque part, même si on met autour de la table des gens qui défendent la nature, ils ne vont pas vouloir défendre la même chose. Il y a ceux qui vont être fans des oiseaux, ceux qui vont être fans du castor, ceux qui vont être fans de la microfaune du sol, peu importe. Et en fait, ils ne défendent pas les mêmes objets. Donc, en fait, ce que ça nécessite quand on parle d'arbitrage, comme vous l'évoquez, c'est de vraiment avoir des dispositifs démocratiques où, si possible, décentralisée, parce que la biodiversité, elle s'exprime vraiment à l'échelle des territoires. C'est vrai que là aussi, hein, le réchauffement climatique, c'est vraiment un sujet global et les unités de CO2 sont les mêmes partout dans le monde et les émissions et les séquestrations vont avoir les effets équivalents. Enfin, je parle d'un sujet que je ne connais pas très bien, mais c'est ce que j'en comprends quand même de manière générale. Bon, pour la biodiversité, c'est pas du tout vrai, quoi. Sur la même espèce fonctionnera pas du tout de la même manière dans un endroit, dans un contexte biogéoclimatique et un autre. Et de manière générale, on ne va pas retrouver les mêmes espèces, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le côté déconcentré. Donc ça veut dire pouvoir établir des débats à l'échelle de forme de planification décentrée, hein, on pourrait utiliser ce terme-là. Planification décentrée, ça veut dire quoi? Ou décentralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des outils qui nous expliquent comment les interactions société, nature fonctionne dans le territoire dont on parle. Et donc ça veut dire outiller les acteurs des territoires de nouveaux équipements. Alors, il y a Clément Fégard là, qui est dans la salle, qui travaille sur la comptabilité des territoires et qui donc va, lui, par exemple, proposer une approche qui est, encore une fois, sous un angle spécifique, mais qui est d'équiper les acteurs pour comprendre les interactions, les enjeux, les arbitrages et les mettre en discussion. Il y a des outils comme des outils spatialisés qui permettent de ça. Il y a des outils plus sophistiqués au niveau modèle comme les modèles multi-agents qui permettent de représenter la nature et les humains en tant qu'agents qui interagissent, qui ont leur logique et qui ont des impacts réciproques et qui permettent de comprendre d'un point de vue prospectif qu'est-ce qui va se passer dans le territoire. On fait des simulations, on regarde comment le territoire évolue. Et donc, en résumé, on intègre dans nos analyses des niveaux de complexité beaucoup plus élevés que dans les arbitrages classiques de type comptable, analyse coût-bénéfice. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, ça peut paraître assez irréaliste parce qu'il faut du temps, il faut que les gens puissent se réunir, il faut mettre en place les outils qui vont les aider à dialoguer. Et pourtant, c'est quand même un des enjeux que de faire ça à la fois, je dirais,
à l'échelle de secteurs particuliers. Alors pourquoi j'insiste sur l'entrée par secteur? C'est que les secteurs ont souvent, économiques, ont souvent un rapport à une nature très spécifique. J'ai pris l'exemple de l'agriculture, on comprend bien que le monde agricole va avoir des pressions spécifiques sur la biodiversité, notamment les pollutions, et va dépendre d'une partie de sa biodiversité, notamment les pollinisateurs, mais il y en a bien d'autres, les lombriques, les espèces auxiliaires qui vont réguler les nuisibles, etc. etc. Si on prend le secteur du bâtiment, c'est une autre logique. Là, la question, c'est comment on va avoir un rapport au foncier et prendre en compte les contraintes réglementaires sur la biodiversité qui sont mentionnées dans les divers textes légaux sur le sujet, et comment on met en place des systèmes de compensation. Et donc là, on a besoin d'autres outils. Donc à chaque je dirais secteur, ses spécificités et des besoins en outillage qui lui sont propres. Ça, c'est un enjeu très important quand on parle de biodiversité. Il faut en fait intégrer explicitement l'interdépendance entre économie, climat, biodiversité dans l'ensemble des modèles qu'on est en train d'évoquer. Et justement, Anne-Charlotte Vessières, comment on peut faire ça? Comment le mettre en pratique concrètement? C'est d'imbriquer tous ces éléments-là qui, on l'a dit, sont globaux, mais finalement, ça peut s'intégrer sur du local très concrètement, parce que c'est du local. Je peux prendre pour exemple les différentes politiques qui cherchent à atteindre une sorte de neutralité du développement économique des territoires. Donc tu viens d'en parler, des compensations écologiques, où là le but c'est qu'on a un projet d'aménagement qui va venir abîmer de la biodiversité, donc on va essayer de s'organiser avec des outils, des méthodologies pour compenser cet impact sur la biodiversité. Mais on a eu en réaction à ça la création d'une compensation collective agricole qui vient compenser les impacts sur le milieu agricole. Parce qu'évidemment, si on ne va pas sur des milieux naturels, à côté, qu'est-ce qu'on a d'accessible assez facilement, les milieux agricoles? Et donc, il existe aussi dans le code français, mais cette fois-ci pas le code de l'environnement, mais le code rural, un principe de séquence éviter, réduire et compenser les impacts résiduels sur la surface agricole. Et donc là, on a d'autres outils pour mesurer à partir de quand on estime qu'il y a un impact et comment venir compenser l'impact sur le milieu agricole. Donc, le droit demande à ce qu'il y ait des mesures de compensation collective. Alors, les individus agricoles ont plein d'autres systèmes pour être individuellement compensés ou exonérés pour ces situations-là. Mais il y a une compensation collective qui veut mettre en place des programmes pour soutenir la filière économique qui aurait été impactée par le projet d'aménagement. Il existe aussi, de la même façon, si on ne va pas ni sur l'agricole ni sur le naturel tout type, il y a aussi la forêt. Et donc, quand on va défricher une forêt, il y a une réglementation qui dépend du code de la forêt, code forestier, et qui implique aussi, lorsqu'on impacte une forêt, de mesurer cet impact-là et de faire une compensation. Alors, c'est un peu plus large parce qu'on peut faire une compensation financière en mettant de l'argent dans un fonds national qui soutient les activités autour de la forêt, mais aussi faire du reboisement, de reboiser certaines parcelles pour faire retrouver une surface avec des quotients à calculer avec plein de méthodologies pour donc reboiser ces milieux-là. Donc si on prend déjà rien que ces trois-là, on voit bien qu'on tape à chaque fois sur un autre enjeu en essayant de contourner les problèmes, mais qu'en réalité, on peut avoir parfois du reboisement en contexte agricole. On peut avoir des mesures de compensation écologique qu'on va réaliser dans des forêts, où on va devoir défricher de la forêt pour faire ça, ou sur un champ, où on va du coup avoir besoin de suspendre l'activité agricole sur une partie d'une exploitation agricole. Et en fait, on se rend bien compte qu'en prenant un peu de recul, le territoire reste quelque chose de fini et on ne fait que déplacer le problème, en fait, avec toutes ces réglementations-là, qui chacune ont été pensées en silo, avec une école de pensée et de créer ces méthodologies en plus à chaque fois très différentes. Et aujourd'hui, quand on essaye de regarder un peu les liens entre ces politiques-là, c'est vraiment compliqué parce que c'est pas les mêmes services instructeurs, c'est même pas parfois pas les mêmes scientifiques qui étudient chacune de ces politiques-là, pas les mêmes acteurs concernés. Or, il pourrait y avoir des liens. Il y en a un qu'on commence à réfléchir un petit peu, c'est est-ce que lorsque des compensations écologiques sont réalisées sur des contextes agricoles et changent drastiquement la façon dont l'agriculture est pensée, est-ce qu'en soutien à ça, on ne pourrait pas avoir des mesures de compensation collective agricole qui aident à la création d'une nouvelle filière agricole, par exemple? Et donc là, on mettrait en synergie ces deux compensations-là qui font que la compensation ne devient pas juste une case à cocher au dernier moment en choisissant la mesure disponible sur le foncier qui restait, mais vraiment un vecteur de transformation des territoires. Donc, essayer de faire dans cette situation qui est désagréable parce qu'on a des impacts, en faire quand même un facteur transformant des territoires en allant vers la transition agroécologique, vers une transition écologique des territoires. Et justement, Fanny Oria, on est finalement en train de passer de l'exploitation à la cohabitation avec le vivant. Anne-Charlotte l'évoquait très bien, sur un territoire fini, déplacer le problème, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc il faut s'adapter et il faut vivre avec.
Oui, mais le problème de cet espace fini, c'est justement ça qui fait qu'on a besoin parfois de faire des arbitrages. Sinon, on n'aurait pas d'arbitrage à faire. Et donc, même si elle a beaucoup de défauts, essayer de trouver une valeur dans la même unité pour les différents impacts, ça peut nous aider à faire des arbitrages. Et ça peut nous aider à répondre à la question, alors est-ce qu'on préfère perdre un peu de surface agricole ou est-ce qu'on préfère perdre du logement ou est-ce qu'on préfère perdre de la forêt et ça, c'est des contraintes. On ne peut pas contraindre tout à rester exactement comme c'était juste avant. Et donc, donner une valeur monétaire, ça peut aider, en tout cas, c'est l'objectif, c'est un des objectifs, ça peut aider à justement faire des arbitrages entre ces différentes solutions. Et on évoquait la compensation, un message qui nous parvient, la question de la compensation oblige de connaître le responsable, entre guillemets, de l'atteinte à la biodiversité. Quid des produits phytosanitaires? Y a-t-il compensation? Si oui, très bonne question. Qui finance? L'agriculteur, l'entreprise pétrochimique, la collectivité? Qui finance tout cela? Qui peut financer? Anne-Charlotte? Là, c'est la question des pollutions diffuses, effectivement. Exemple, oui. Alors, on a sans doute une responsabilité collective dans l'utilisation de ces phytosanitaires. Après, je ne connais pas précisément ces mécanismes-là. Oui, il y a un exemple aux États-Unis, pas sur les produits phyto, mais sur l'azote de synthèse. En fait, en Caroline du Nord, ils obligent tout usager dépassant un certain seuil d'azote de synthèse à payer une compensation qui se traduit par la restauration de zones humides en aval pour absorber, ça fait un effet tampon, absorber cet excédent d'azote et que ça ne se reverse pas. Et donc, en fait, la compensation, c'est le coût de la restauration de la zone humide. Voilà. Vous continuez de poser des questions au 07 69 09 98 10 et une question qui nous parvient, pourquoi viser la neutralité et non l'amélioration de la biodiversité, par exemple avec une fiscalité qui donnerait des avantages fiscaux? Alors, je crois qu'il y a une évolution maintenant récente qui est prévue, qu'en fait, on a cette compensation qui est réglementaire, où en fait, chaque porteur de projet d'aménagement qui a un impact résiduel va avoir à compenser ses projets et ses impacts. Et ce serait compliqué d'aller dans le détail de ça aujourd'hui, mais il y a eu une inefficacité d'organisation de la compensation jusqu'à aujourd'hui qui montre que le fait que chaque aménageur ait à compenser son projet d'aménagement en fait, provoque la dissémination de petits projets de compensation, parfois peu ambitieux en taille ou en ambition de restauration écologique, qui font que c'est assez peu efficace, très dur à contrôler, à suivre par les services de l'État. Et il y a eu une idée qui avait déjà été développée dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, un peu en Allemagne aussi avant nous, et en Australie, qui était de concentrer en fait à un même endroit l'effort de restauration écologique, en ayant un acteur tiers qui serait en anticipation venu acheter ou sécuriser un foncier sur une grande taille et qui viendrait ensuite par la suite rembourser son investissement en vendant des unités de compensation après coup aux aménageurs qui dans le coin en auraient besoin. Donc dans l'idée, ça pourrait être intéressant pour faire des actions plus ambitieuses et vraiment avec des résultats écologiques plus intéressants, mais avec tous les risques évidemment que vous imaginez tout de suite que ça peut comporter. Il faut que tout ça soit bien régulé. Il faut toujours conserver une équivalence écologique, malgré tout, entre ce qui est impacté et restauré. La distance, il ne s'agit pas de rendre fongible une sorte d'unité de biodiversité très générale. Il faut quand même conserver le principe même de la compensation écologique. Mais donc, cette réorganisation, j'ai oublié le début de la question, en me lançant là-dedans. La question, c'était pourquoi viser la neutralité et non l'amélioration de la biodiversité? Ah oui, voilà. Et donc, il se trouve que ce système qui, en France, s'appelle les sites naturels de compensation, récemment avec la loi Industrie verte, ouvre en plus l'achat de ces unités de compensation à des crédits qui ne sont pas liés à la compensation réglementaire. Donc toute personne, toute entreprise pourrait vouloir acheter ces unités volontairement, en fait, en plus. Maintenant, il y a aussi toute une question sur comment ça va se passer. Est-ce que ça va vraiment inciter ces entreprises à quand même changer leurs pratiques, ou est-ce que ce sera juste une façon de dire, bon, j'ai acheté mon unité, mais j'ai pas besoin de changer ma façon de pratiquer. Mais en tout cas, ce genre d'actions, effectivement, sont possibles si on veut parler de compensation. Mais bien entendu, il est important de rappeler qu'il ne faut pas que tout l'argent dédié à la conservation passe par la compensation écologique, parce qu'on n'est que dans un respect éventuel d'une neutralité, mais en fait, on est juste dans une perte limitée, parce qu'on sait très bien qu'on ne mesure pas tout n'est pas pris en compte par la compensation. Donc, on ne fait que essayer d'absorber un peu le problème, mais bien entendu, il faut qu'il reste des actions de conservation financées par l'État, entre autres,
de pure conservation et d'amélioration des milieux, qui ne soit pas toujours une contrepartie d'un autre phénomène négatif. Sinon, effectivement, on ne va pas du tout régler le problème de l'érosion de la biodiversité avec ces mécanismes-là. On parle compensation, on parle conservation, mais vous avez utilisé un mot qui est le mot anticipation. Est-ce qu'on anticipe mal? Est-ce qu'on anticipe sur du trop court terme? L'anticipation aujourd'hui, est-ce qu'elle est bonne finalement? Un rôle peut-être? Oui. En France, elle est mauvaise, pour répondre rapidement, voire très mauvaise. Si on prend l'exemple des projets d'aménagement, les maîtres d'ouvrage découvrent sur le tard qu'il y a une étude d'impact à réaliser et que, en fait, comme je le disais, en théorie, ils devraient avoir présenté lors de leur demande d'autorisation un bilan qui montre qu'ils ont déjà restauré ce qui va compenser l'impact qu'ils génèrent. Donc évidemment, c'est toujours la catastrophe parce qu'ils n'ont pas le foncier, ils ne savent pas comment faire. Il n'y a évidemment pas une nature qui va répondre en 6 mois à des actions de restauration écologique. Pouf, il n'y avait pas d'arbres, il y aura des arbres, il n'y avait pas d'oiseaux, il y aura des oiseaux. Enfin, je veux dire, c'est donc une méconnaissance totale du contexte. Ce n'est pas une fatalité. Il y a plein de pays où, en l'occurrence, on intègre beaucoup mieux ces enjeux en amont. Le cas d'un certain nombre d'États américains, j'ai déjà mentionné la Caroline du Nord, le New Jersey, on a beaucoup d'États américains qui ont des dynamiques vraiment exemplaires de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le système organisationnel des études d'impact est tel, je ne rentre pas dans le détail, mais que n'importe quel porteur de projet va avant toute chose, regarder quelle est la nature des impacts écologiques que son projet génère. Il fait appel à un spécialiste du sujet pour dire de combien il va falloir que je compense ce projet, combien d'hectares ils vont mettre nécessaires, etc., etc. À quelle échéance les résultats écologiques seront délivrés, etc. Et donc, évidemment, cet opérateur n'a pas nécessairement le temps d'aller chercher du foncier, etc., etc. Donc, il fait appel à une tierce partie, c'est ce dont parlait Anne-Charlotte, qui, lui, aura réalisé ce travail sur le territoire. Donc, c'est sur une aire géographique limitée, qui est délimitée par des considérations écologiques, comme les sous-bassins versants. Et là, on essaye de trouver un acteur qui, justement, a investi 10 ans, 15 ans auparavant dans ce type d'action pour compenser l'impact. C'est ça un peu l'anticipation. Mais l'anticipation, ça se décline de plein de manières. C'est aussi la planification écologique dont on parle beaucoup, mais dont on ne fait pas grand-chose. Oui. Et souvent qu'on envisage uniquement par le prisme énergétique. Donc la planification territoriale des enjeux écologiques, c'est pas ça du tout. Anne-Charlotte Dessir, vous voulez réagir? Oui, pour continuer sur le problème d'anticipation au sujet des invasions biologiques, en fait, on se rend bien compte, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, que, en fait, une fois que le problème est là, on va avoir du mal à se battre en fait contre un fait qui nous dépasse complètement et dont on continue à générer la source du problème. Et donc voilà, ce que les études plus récentes essayent de montrer, c'est qu'il s'agirait de plutôt anticiper et du coup vraiment vérifier avant d'autoriser la vente, l'exportation de certaines espèces animales ou végétales, de vraiment vérifier s'il y a un risque, une fois que cette espèce s'implante à un autre endroit, de devenir invasive. Donc justement, beaucoup plus travailler sur cette phase d'anticipation pour éviter d'avoir essayé de réparer un problème déjà bien établi par la suite, où vraiment là, on n'a plus les moyens concrets de le faire. Et avant de passer à notre troisième partie, peut-être cette question qui fera la transition, est-ce que les entreprises ou tous les acteurs économiques en tant que tels, ils peuvent réellement intégrer la biodiversité dans leur chaîne de valeur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui? Alors, oui. Donc il y a la question des projets d'aménagement dans lesquels finalement, quand on fait un projet d'aménagement, on est obligé de regarder l'impact sur la biodiversité. Mais pour les acteurs privés en général, il y a très peu d'incitation à regarder son propre impact sur la biodiversité. Oui, on constate j'ai eu quelques étudiants à travailler dans le monde des entreprises pour essayer de voir comment intégrer la biodiversité dans les chaînes de valeur, soit à travers en amont les fournisseurs, soit à travers en aval les clients, soit au sein de la structure en changeant les process. C'est très compliqué. Franchement, tout le monde comprend bien les enjeux énergie, les enjeux déchets, les enjeux eau. Commencer à avoir une culture d'entreprise autour de la biodiversité et qui engage la chaîne de valeur, c'est très compliqué pour une raison assez simple. Enfin, non, c'est pas simple, mais enfin, une des raisons que je donnerais comme explication, c'est que c'est polymorphe.
c'est divers. Donc, en fait, il n'y a pas une unité de biodiversité qu'on peut intégrer dans le process. La manière dont on produit, c'est quand même sur des unités relativement homogènes d'input pour produire des produits relativement homogènes d'output. Et là-dedans, la biodiversité, elle crée beaucoup de variabilité. Et l'économie n'aime pas la variabilité parce que, en fait, ça veut dire qu'on ne garantit pas l'output de manière standard. Au niveau de l'approvisionnement, on a des insécurités sur est-ce qu'on va vraiment bénéficier de la présence des espèces auxiliaires si on compte par exemple sur les espèces auxiliaires pour remplacer les pesticides de synthèse. Bon, vos espèces auxiliaires, une année ça marche bien, une année ça marche moins bien parce qu'il y a telle espèce qui n'a pas fait la migration comme on avait anticipé. Si vous tablez là-dessus, et il y en a qui arrivent quand même à faire des choses, mais il faut accepter de vivre dans une forme d'incertitude et une forte variabilité. Ça, l'économie n'aime pas l'incertitude. Et ni la variabilité. Ah oui. Une question juste de sémantique. Qu'est-ce que la planification écologique, qu'on nous parvient en quelques mots? La planification écologique? Ouais. Il n'y en a pas qu'une de définition, mais celle dont dont je viens de parler là depuis quelques temps, c'est une planification qui mobilise le vivant. Dans l'écologie, on utilise le mot écologie pour parler de transition énergétique à tort et à travers, mais l'écologie, il y a du vivant, c'est le rapport des êtres vivants avec leur milieu et entre eux. Et donc la planification écologique, c'est mieux comprendre les interactions entre des êtres vivants qui cohabitent dans un territoire commun. Et ce n'est pas que les êtres humains, vous m'avez compris, et de voir comment cette cohabitation, elle s'organise. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur un point qu'a dit Fanny, avec lequel je voulais apporter de l'eau à son moulin, c'est sur les arbitrages. Cette cohabitation, elle peut aussi être alimentée par des bilans monétaires. Je prends un exemple, c'est celui du loup. Le loup, on sait exactement combien il génère de dégâts dans les troupeaux, dans les alpages. Une étude récente qui a été menée par un économiste montrait que les bénéfices liés à la régulation des ongulés sauvages par les populations de loups permettaient d'obtenir un montant à peu près équivalent au montant des indemnités. Alors, on sait que ce n'est pas comparable comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la régulation des ongulés sauvages permet d'avoir moins d'accidents de la route et donc de faire des économies assurantielles très concrètes. C'est pas comparable comme ça parce qu'on sait que l'émotion d'un agriculteur qui perd ses animaux n'a rien de comparable avec les économies que va faire un secteur de l'assurance. Voilà. Mais c'est quand même informatif et je suis d'accord totalement avec Fanny de dire que ça apporte quand même des éléments tangibles et économiques, monétaires au débat, quoi, et à la planification écologique. Une réaction ? Oui, non, mais c'est une très bonne illustration de ce qu'on peut essayer de faire, du genre de choses qu'on peut essayer d'éclairer avec des évaluations monétaires. Et peut-être j'ajouterais que ça peut être aussi utile dans le cas où, pour comparer des bénéfices environnementaux qui sont de nature différente. Parce que si vous prenez encore le cas de la forêt, désolé, je parle surtout de forêt, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes politiques qui permettent de renforcer la séquestration de carbone ou qui permettent de renforcer la biodiversité. Parce que si vous voulez vraiment avoir des arbres qui poussent vite pour séquestrer plus de carbone, vous allez planter en monoculture certaines espèces et ça va vous capturer vite beaucoup de carbone. Oui. Et c'est pas forcément ça qui est bien pour la biodiversité. Pour la biodiversité, vous avez envie d'avoir de la diversité justement de cultures, etc. Et donc ce genre d'arbitrage, c'est aussi pas facile à faire et ça peut être utile d'avoir un peu des évaluations monétaires pour faire des choix. Et justement, Fanny, si on garde cet exemple de la forêt, cette question qui nous parvient, comment à court terme on peut améliorer la prise en compte des impacts environnementaux par les aménageurs ? Donc, c'est-à-dire comment... Oui, la question... Je pense que de toute façon, on a besoin d'incitation et de réglementation. C'est-à-dire que c'est pas, ça va pas venir spontanément. Donc, du point de vue des incitations, il existe des instruments de politique publique qui reposent sur des prix. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir payer quelque chose si vous émettez du carbone ou si vous détruisez de la biodiversité. Et puis, donc, il y a la compensation obligatoire qui fait partie des politiques publiques auxquelles on peut penser. Alors justement, au-delà des outils de la pratique qui commencent à prendre en compte cette biodiversité dont on parle dans l'activité, et la biodiversité précisément, elle appelle à une refondation institutionnelle et culturelle de l'économie. On l'a
évoqué durant cette première heure en fil rouge. Harold Levrel, on a beaucoup parlé de théorie, et si on s'appuie sur votre analyse et sur vos travaux qu'on a évoqués, en quelques mots, quelle forme pourrait prendre cette économie politique de la nature ? Oui, alors nous on propose d'opérer pas mal de basculements On l'a compris. qui sont éthiques, qui sont normatifs. Éthique, c'est de sortir d'une vision anthropocentrée pour aller vers des perspectives plus éco-centrées. Alors, il y a beaucoup de débats, on en a discuté ce matin dans une séance qui était liée, enfin une table ronde qui était liée aux droits de la nature. Il y a beaucoup de pistes possibles, mais en tout cas, voilà, on ne reste pas dans une perspective strictement anthropocentrée. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais il faut l'élargir à une vision éco-centrée où il y a plusieurs types d'espèces qui cohabitent. Derrière ça, quelque part, on est obligé d'abandonner les critères normatifs de l'économie du maximum de bien-être social, quoi. Enfin, je veux dire, alors, il y en a qui disent qu'on peut intégrer les fonctions de bien-être des non-humains dans les fonctions de bien-être social. Donc ça, c'est une piste, mais ce n'est pas celle que nous, on promeut. Nous, on propose une approche beaucoup plus fondée sur le droit. Donc, le droit, la reconnaissance de droits d'entités vivantes appartenant à différentes espèces, et dont évidemment elles ne sont pas comparables comme ça sur un même plan, hein. Il ne s'agit pas de dire que la vie d'un animal sauvage vaut la vie d'un être humain, c'est pas ça dont il s'agit, mais d'un point de vue économique, ça veut dire qu'on passe à une logique de transaction entre des entités qui ont des droits qui leur sont affectés et que dans ces transactions, elles échangent des droits. Donc, par exemple, on recourt à cette idée que la nature fournit une force de travail ou elle va donner une partie de cette force à des activités humaines et en contrepartie, le secteur qui bénéficie de cette aide va devoir entretenir quelque part la source qui en est à l'origine. Ça peut avoir des conséquences très concrètes au niveau comptable. Ça a aussi des conséquences très concrètes en termes d'évaluation, hein. On a parlé des questions de mesure. Bon, bah là, il y a l'équivalence dans ce que l'on mesure. Elle va être plutôt en nature, hein, par définition, qu'en termes monétaires, parce que les entités non humaines n'ont pas grand-chose à faire d'évaluation, enfin, d'unité monétaire. Donc, si on considérait que la nature fournit du travail, eh bien, finalement, et j'en parlais un petit peu ce matin aussi, on peut avoir des comptes dans la comptabilité nationale, dans les comptes d'exploitation, on peut considérer que la nature va apparaître comme un acteur qui bénéficie d'une forme de rémunération. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans les comptes d'exploitation de la comptabilité nationale, on trouve quoi ? On trouve la rémunération du travail, donc sous forme de salaire, on trouve les impôts sous forme de taxes, et donc comment on rémunère l'État, et l'excédent brut d'exploitation, hein, qui est ce qui reste pour payer le capital, pour entretenir le capital à la fin. Et on pourrait tout à fait ajouter dans ce compte d'exploitation une ligne qui concernerait la rémunération du travail des non-humains pour faire vivre l'activité économique. Ça peut avoir des logiques sectorielles, ça peut être agrégé, bon, on discutera peut-être de ça après. Mais l'idée un peu philosophique derrière tout ça, c'est quand même de faire de la nature un agent, clairement. Et un acteur collectif. Et un acteur collectif. Collectif dans les décisions économiques. Oui, voilà, oui, pardon. Oui, voilà, un acteur en tout cas avec lequel on a un rapport qui n'est plus un rapport strictement instrumental, quoi, hein. En résumé, c'est pas juste un actif qu'on considère dans ses comptes économiques. Et donc, vous voyez, tout ça c'est un véritable programme de travail, parce que derrière, quand on rémunère la nature, évidemment, on ne va pas lui donner de l'argent, donc il faut avoir des actions concrètes en faveur de cette nature, qui en passe par de la restauration écologique, qui en passe par une réduction de certaines pressions, qui en passe par des actions de protection diverses et variées, qu'on peut inscrire dans ces comptes et qu'on peut traduire en termes monétaires à travers l'idée de coût, hein, voilà. Et donc, pour finir un tout petit peu sur ça, je voudrais dire que si on prend par exemple la question de comment inciter les aménageurs à moins utiliser des surfaces naturelles. Aujourd'hui, en France, détruire du foncier naturel, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher du tout. C'est une des aberrations dans le système incitatif aujourd'hui du foncier. Et quelque part, si on commence à vouloir faire réellement payer aux aménageurs le coût de la restauration de ce qu'ils détruisent en termes de fonctionnalité écologique, nous, ce qu'on a fait comme calcul avec un certain nombre de mes étudiants sur le sujet, c'est que ça revient à entre 50 et 350 € le mètre carré.
faites le calcul, hein. Un hectare, ça va vous revenir entre 500 000, je dis des bêtises, oui c'est ça, entre 500 000 et 35 millions. Non, je dis des bêtises. Entre 5 000 et 3,5 millions l'hectare. Et donc, si vous commencez à inscrire ce type de dette écologique sur le passif de certains secteurs économiques liés à l'artificialisation, ça peut monter très vite. Et là, l'incitation, elle est très forte comparativement à la valeur, et là, peut-être que Fanny va me dédire, mais à la valeur quand même de l'hectare de forêt tel qu'on l'évalue quand on considère juste les bénéfices fournis aux êtres humains, quoi. Fanny Horier. Alors, donc, en effet, donc ce qu'on a fait aussi dans la note, c'est qu'on a regardé la valeur patrimoniale de la forêt, donc la valeur du foncier, et on trouve évidemment que si on prend l'ensemble des services, on est bien au-delà de la valeur marchande auquel s'échangent aujourd'hui les terrains de forêt, parce que en fait, les terrains de forêt s'échangent pas très cher. Alors, je me souviens plus exactement des chiffres exacts, donc j'irai vérifier tout à l'heure dans la note, mais je pense que la différence avec l'approche d'Harold, c'est que à la place de prendre en compte des coûts de compensation pour le coût d'un hectare, on a pris des estimations de la valeur fournie. La question de savoir lequel est le plus élevé des deux est pas évident. C'est-à-dire que peut-être que pour la forêt, en effet, avec les estimations que tu donnais, ça serait plus élevé de prendre la compensation, mais il y a des choses, parfois c'est pas si cher que ça de compenser, d'éviter. Et pourtant la valeur fournie aux hommes par le terrain en question est très élevée. Et donc dans ce cas-là, on pourrait se retrouver avec la méthode de compensation dans un monde dans lequel, au final, on donne une valeur très faible à quelque chose qui nous fournit des services élevés. Donc, je pense que c'est une des manières, effectivement, de donner une valeur à la monétaire, puisque c'est encore de ça dont il s'agit, et donc de transformer ça en incitation après, c'est-à-dire faire payer les acteurs économiques pour qu'ils ne soient pas incités à détruire la biodiversité, qu'ils soient incités à la préserver. La question de la valeur qu'il faut prendre est pas évidente. Il y a plusieurs méthodes et voilà. Et on évoquait justement les projets d'aménagement, une interrogation qui nous parvient, il y a le problème du temps long. Même si les études d'impact sont faites en amont, le développement du projet prend du temps, le territoire, lui, il a le temps de changer, ainsi que les sensibilités à la cause environnementale. Il faudrait une bien meilleure coordination entre études d'impact environnemental et études du projet. Ça, on est bien d'accord, mais comment ? Anne-Charlotte Dessiat, vous travaillez en plus sur ce genre de sujet-là. Oui, et je pense que ce qui peut être ajouté à cette remarque, c'est aussi le temps de l'évolution des écosystèmes eux-mêmes qui ont été identifiés à un moment donné et 2 ans, 3 ans, 5 ans après peuvent avoir changé. Et donc c'est vrai que vous parlez de révolution un peu culturelle à avoir dans une autre façon de réfléchir cette économie. Ça en fait partie, de mieux comprendre cet objet qui est finalement quelque chose qui bouge tout le temps. Et ça nous pose des difficultés en termes de décision. Et ce qu'il faut aussi regarder, on en a un peu parlé avec nos différentes interventions, finalement, c'est que les perceptions, les préférences des humains pour ces non-humains peuvent être variées aussi. Et la répartition des coûts, des charges entre ces différents humains aussi. Donc ça nécessite vraiment d'aller regarder finalement plus dans le détail, de travailler sur la biodiversité. Et on reste ensemble, Anne-Charlotte Dessiat, vous avez travaillé sur le développement économique des territoires avec notamment, on l'évoquait il y a quelques minutes, une approche en silo. Comment on peut éviter justement cet écueil, cet encloisonnement entre politique de biodiversité, entre politique d'énergie, politique encore d'agriculture ? Alors oui, effectivement, c'est aujourd'hui vraiment en silo. J'effectue en ce moment des terrains avec des entretiens d'acteurs qui sont chacun instructeurs, contrôleurs de ces différentes politiques-là. Et parfois, ils ne connaissent même pas, en fait, à l'intérieur des services, par exemple, de la direction départementale des territoires et des mers, qui instruit notamment dans le département où je suis, en Ille-et-Vilaine, ce qui concerne donc la biodiversité, la forêt en plus depuis peu et l'agriculture, ce ne sont pas les mêmes services et eux-mêmes ne connaissent pas bien entre services ces différents cadres-là. Donc le fondamental c'est déjà compliqué à la base de la base. Voilà, alors déjà il y a effectivement c'est sans doute de l'information et de la formation auprès des acteurs publics en fait déjà, et il y a tout un travail depuis quelques années justement de formation des fonctionnaires de différents niveaux de la fonction publique à ces enjeux-là, à cette complexité pour leur faire prendre conscience de ça, et puis malgré tout ça va être un travail de très longue haleine
haleine, et ça, même les chercheurs en droit nous le disent, et pour eux, c'est quelque chose qu'ils vont devoir s'attaquer à faire bientôt, c'est de travailler à cette perméabilité, discussion entre ces codes qui, malgré tout, enferment notre façon de vivre et de voir les choses de façon vraiment très importante. Et même des parties de code de l'environnement ont du mal à dialoguer entre elles. Donc, il y a des évolutions à avoir dans le code, dans la formation aussi de la fonction publique. Et justement, Fanny Aurier, on parlait de tout cela à l'instant, en travaillant sur la valorisation comptable du capital naturel, comment on passe de la mesure qu'on vient d'évoquer à la décision politique? Alors, je ne sais pas pour l'instant si on passe vraiment à la décision politique, mais comment on pourrait le faire, comment ça pourrait être fait? Eh bien, le fait de donner une valeur monétaire, notamment, ou alors des contraintes sur le fait que, par exemple, zéro artificialisation nette, c'est une politique publique qui consiste à dire, maintenant, à partir de maintenant, on peut aménager, mais sans augmenter l'artificialisation. Donc tout ça, c'est des politiques publiques. La question de savoir comment on articule entre la valeur du capital naturel et ces politiques publiques, elle est importante. Et donc, le fait d'avoir une valeur monétaire, notamment pour les services rendus par l'environnement, ça permet de mettre en place des instruments de type, on peut imaginer rémunérer les agents pour la séquestration du carbone, on peut imaginer toutes sortes de politiques publiques qui sont cohérentes avec la valeur des services rendus. Et Harold, vous vouliez... Oui, parce que en fait, la politique publique, c'est presque le point de départ d'un grand nombre de ces éléments. Enfin, la question de la neutralité, on en parlait tout à l'heure. La neutralité, c'est aujourd'hui devenu vraiment un élément de langage dans le monde des politiques. On parle de neutralité carbone pour 2050, de zéro artificialisation nette pour 2050, d'absence de perte nette de biodiversité. Enfin, vraiment, on a remplacé tout le langage sur la durabilité, etc., par un langage sur la neutralité. Et qu'est-ce que ça nous dit en creux, ce discours sur la neutralité? C'est on va continuer à faire un développement économique qui ne va pas fondamentalement changer dans son fonctionnement, mais par contre, on va neutraliser. On va neutraliser les effets de ce fonctionnement économique pour qu'il ne soit pas délétère pour l'environnement. Alors, donc quelque part, mettre en place un outillage et une logique qui se fonde sur ce discours politique qui est dominant, enfin on le retrouve, le principe de neutralité écologique, dans énormément de textes réglementaires. Donc mobiliser ça et dire, en fait, après tout, c'est vous qui avez adopté ces cadres. Commencer à en faire le calcul biophysique, de dette biophysique. En fait, vous n'arrivez pas à la neutralité, c'est-à-dire que vous accumulez une dette écologique, biophysique. Moi, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment l'équivalence en nature qui nous préoccupe pour atteindre la neutralité. Et cette dette biophysique, elle a un coût qu'on sait calculer. Ça, pour moi, c'est quand même la base d'une approche concrète en rapport avec des politiques qui ont été engagées, avec des engagements qui ont été pris, avec des objectifs fixés à des dates précises et sur lesquels on peut, nous, économistes, prendre une position complètement de comptable des engagements et quelque part même dire, eh bien, après tout, si des associations veulent s'emparer de cette comptabilité pour aller faire du contentieux, pourquoi pas? Puisque après tout, ces engagements, ils sont légaux, donc il y a opposable devant des cours de justice, et quelque part, on voit bien aujourd'hui qu'il y en a un certain nombre de ces cadres qui sont utilisés pour dire qu'il y a un manque de prise de responsabilité de l'État dans ces engagements. Donc c'est pour ça que, on ne peut pas demander toujours aux économistes de tout faire pour dire qu'il va falloir, que ça va être du prêt à manger pour les politiques. À un moment donné, ils créent des conditions pour qu'on fasse des évaluations qui derrière, qui devraient utiliser, quoi. Oui, c'est juste un ingrédient, c'est pas la recette définitive. Anne-Charlotte Dessières. Oui, et je pense qu'aussi l'étape d'après, de prendre un peu de recul sur l'ensemble de ces politiques de neutralité, ça devrait aussi nous pousser vers de la sobriété foncière, en fait, là parce qu'on parle d'aménagement, mais on voit bien toutes les difficultés à mesurer, à essayer de calculer. Une autre façon de faire, qui serait vraiment la plus engagée, ce serait de faire l'essence même qui était l'objectif de zéro artificialisation nette au début, c'était de surtout faire en sorte de réutiliser l'existant, limiter les logements vacants, essayer vraiment de faire du recyclage urbain, et surtout repartir de ça. Ça a un coût, parce qu'il y a de la dépollution, il y a
malgré tout des matériaux, des gravats qu'il va peut-être falloir aussi utiliser. Et parfois, ils ont aussi une empreinte spatiale. Hein. Ce recyclage urbain n'est pas neutre. Mais en tout cas, de renforcer vraiment cette étape de vrai évitement, qui est presque du renoncement, avant d'en arriver à se poser tout un tas de questions et de problèmes de calcul en bout de chaîne, alors que finalement, on pourrait l'éviter en vraiment repensant la façon d'aménager. Et nos besoins, surtout. On a beaucoup parlé de coûts, mais on n'a pas évoqué le mot investissement. Est-ce que faire tout cela, c'est un investissement ? Oui, complètement. Oui, c'est-à-dire que si on parle d'investissement, on amène tout de suite à une logique de dire qu'on va en tirer des bénéfices sur le long terme. C'est une évidence. Parier sur l'investissement dans la biodiversité, c'est parier sur l'avenir. C'est presque un slogan, quoi. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, dans un contexte où les incertitudes en termes d'impact environnementaux, de variabilité environnementale vont aller croissant, on a besoin d'avoir des écosystèmes qui soient résilients, qui soient capables de s'adapter à des changements brutaux. Si une espèce qui était cruciale dans le fonctionnement d'un agroécosystème disparaît du fait du réchauffement climatique, plus on aura d'espèces qui rempliront des fonctions similaires disponibles, plus on a des chances qu'il y ait une substitution qui se mette en place, qui permette à l'agroécosystème de se maintenir. S'il n'y en a pas, l'agroécosystème s'effondre et on ne produit plus d'aliments pour manger. Enfin, je veux dire, il faut être concret là-dessus. Et quelque part, toutes les espèces qui font la fonctionnalité des écosystèmes français, qui sont des écosystèmes extrêmement riches, on a la chance d'avoir beaucoup de climat, de type de sol, de végétation, donc on a des environnements biogéoclimatiques très divers. Donc on a cette chance, on a un capital au départ qui est énorme, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on le détruit à coup de pesticides et d'artificialisation croissante, alors qu'on va avoir besoin de toutes les fonctionnalités écologiques pour filtrer l'eau, maintenir de l'eau potable dans notre pays. Vous avez noté que les résultats sur la qualité de l'eau qui sont montrés ces derniers mois sont assez catastrophiques. On va commencer à importer de plus en plus de charbon actif pour filtrer l'eau, parce qu'en fait, on va être obligé de le faire du point de vue des consommateurs qui ne veulent pas consommer n'importe quel produit avec des résidus de pesticides importants dedans. Or, ce charbon actif, on n'en produit plus en France. On l'importe de Chine. Donc, si vous voulez, on évoque la souveraineté alimentaire là aujourd'hui pour justifier qu'on puisse utiliser encore des pesticides, mais on ne nous dit pas qu'à côté de ça, il va falloir trouver des solutions pour avoir une eau qui soit potable. Quand on n'aura plus assez de vers de terre pour renouveler la fertilité des sols, à un moment donné, la productivité va baisser et les pollinisateurs, il en va de même, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment dans la diversité qu'on a à parier pour maintenir la production de demain. La question d'investissement fait beaucoup réagir. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Continuez de nous envoyer vos questions par SMS au numéro qui s'affiche sur l'écran derrière nous. On parlait justement donc des investissements. Est-ce qu'on peut dire que protéger la biodiversité, c'est un investissement collectif ? Mais comment faire pour aider précisément à l'investissement privé pour protéger la biodiversité ? Et finalement, c'est tout l'enjeu. J'ai posé une mauvaise question. Je peux prendre un exemple ? Non, mais il y aurait plein de réponses possibles. On parlait tout à l'heure qu'effectivement, il fallait pouvoir accompagner ces acteurs qui allaient prendre ce risque de gérer et d'incorporer la biodiversité dans leur activité économique, parce que c'est quelque chose d'incertain, ça peut fonctionner un temps, peut-être pas tout de suite, peut-être l'année d'après. Un exemple très concret, c'est celui des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, où le modèle économique, c'est qu'un ensemble d'acheteurs privés, vous, moi, allons ensemble financer l'année à venir d'un agriculteur qui, lui, va pouvoir du coup dérouler son année en prenant des risques si besoin pour sa production agricole. Il va y avoir des mois où vous-même vous allez accepter d'avoir des paniers peut-être plus maigres, d'autres où ça aura beaucoup mieux marché, et finalement ensemble on participe à la prise de risque d'un acteur économique pour vraiment prendre en compte la biodiversité dans son modèle, puisque généralement ces agriculteurs-là sont tournés vers l'agriculture biologique ou même plus. Donc, c'est un exemple très concret d'interaction positive où on a aussi un rôle collectif dans le maintien ou le développement de ce capital naturel, et malgré tout autour d'un acteur économique qui est celui de l'agriculteur ou de l'exploitation agricole. Fanny, une question qui nous vient par SMS. Est-ce que la première façon de préserver la biodiversité, ce ne serait pas finalement d'avoir une politique fiscale qui encourage la sobriété ? Est-ce que c'est une option ? Alors, oui.
Mais la question, c'est on a quand même envie d'avoir quel est l'impact. On a déjà un problème de mesure, c'est-à-dire quel est l'impact de différents types de consommation sur la biodiversité. C'est pas quelque chose qui est très simple à connaître. On sait que les gros déterminants de la perte de biodiversité, mais je parle sous le contrôle de mes collègues, c'est l'artificialisation, c'est le changement climatique et vraisemblablement les pesticides également. Oui, voilà. Ah voilà, et les espèces exotiques envahissantes. Et donc à partir de là, on peut effectivement, à partir de ces différents facteurs qui sont les causes principales de la perte de biodiversité, réfléchir à quels sont les types de consommation qui permettent d'éviter à la fois l'artificialisation, l'utilisation de pesticides, le changement climatique. Donc ça, comme c'est un problème global, c'est plus compliqué à l'échelle individuelle d'avoir un impact important par sa consommation, mais c'est quand même possible, voilà, etc. Avec moins produire pour consommer et plus pour améliorer le patrimoine naturel ou artificiel. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur les incitations fiscales, parce que alors, si on prend les choses pratiquement, on a 50% de notre territoire qui est occupé par des écosystèmes agricoles exploités. Donc ça, c'est 50% de l'ensemble quelque part d'une biodiversité potentielle. Le reste, en termes d'impact, c'est beaucoup lié à l'artificialisation des sols. On dit souvent qu'en France, c'est vrai que le réchauffement climatique a un impact très important dans certaines régions, mais dans l'ensemble, quand même les deux principales causes aujourd'hui, peut-être pas demain, mais aujourd'hui, c'est pesticides et artificialisation des sols. Si on prend des mesures concrètes qui pourraient améliorer ça, le bio, on sait que c'est 30% de plus de biodiversité en moyenne que la qualité. Et si on parle de la qualité de l'eau, c'est une bien meilleure qualité de l'eau, beaucoup d'avantages, beaucoup d'externalités positives. Or, en France, les agriculteurs bio touchent 30% de subventions en moins par unité de travail agricole. On est le seul pays européen. En Allemagne, c'est 50% plus de subventions par unité de travail agricole. En Italie, c'est 50% de plus de subventions par unité de travail agricole, etc., etc. On est le seul pays qui donne moins aux agriculteurs bio qu'aux agriculteurs conventionnels par unité de travail agricole. Ça, c'est de l'économie. Et c'est une aberration. Oui, au regard de toutes les externalités positives que génère le bio, eh bien, les subventions, normalement, vont là où on génère du bien-être collectif. On a à peu près les mêmes types d'incitations sur la construction. Elles ne sont pas du tout orientées par une sobriété foncière. Et donc, quelque part, quand on parle d'orientation des investissements, des comportements des producteurs dans notre pays, c'est du côté de l'État qu'il faut s'interroger, quoi. Et la deuxième question que vous veniez de me poser, c'était en complément de ce que nous expliquait Fanny, c'était moins produire pour consommer et plus pour améliorer je la refais 5, 4, 2, 1. C'est moins produire pour consommer et plus pour améliorer le patrimoine naturel ou artificiel. Donc on est sur une autre approche de la production. Oui, je pense qu'il faut avoir une vision de la productivité aujourd'hui qui est une productivité plurielle. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu au moment de la loi du plomb, on nous a asséné l'argument productiviste au sens étroit du terme, parce qu'il ne s'agit pas de renoncer à la productivité. La productivité, on va en avoir besoin, mais c'est d'une autre productivité dont on a besoin, pas exclusivement une productivité en termes de calories produites par hectare ou de masse produite par hectare. Il faut aussi qu'on produise effectivement des fonctionnalités écologiques qui permettent de maintenir la qualité de l'eau, de l'air, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est dans cette version plurielle, quelque part, qui joue beaucoup sur la qualité, c'est ce que mentionnait la personne, oui. La qualité, et c'est pour ça que des gens aujourd'hui sont sensibles à certains labels qui renvoient à une promesse de qualité dans une diversité de formes, quoi. On approche, mine de rien, à la fin de cet échange avec peut-être cette question qui fera office de conclusion. La crise de la biodiversité, est-ce qu'elle appelle finalement à la naissance d'une nouvelle économie politique ? Donc on vient de le comprendre plutôt oui, comme celle finalement qu'on a connue avec la crise du travail au XIXe siècle, et une nouvelle économie, une nouvelle politique. Est-ce que finalement ce n'est pas l'enjeu du siècle qui vient et des décennies à venir ? On commence avec vous, Fanny.
C'est une question difficile. Le problème, je pense, principal vient justement du fait que, à court terme, la détérioration de la biodiversité n'est pas quelque chose qui impacte le quotidien de manière très problématique. Et pourtant, on sait qu'à long terme, et même à moyen terme, c'est quelque chose de très important, avec évidemment la question du changement climatique et la question environnementale en général. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont fonctionne l'économie à l'heure actuelle n'est pas ce qu'il faudrait pour permettre de préserver la biodiversité et fournir les services écosystémiques, même si on ne considère que aux êtres humains maintenant et dans le futur, et qu'il va falloir changer tout ça. Moi, je pense que on a malgré tout à notre disposition tout un tas de réglementations, tout un tas de politiques publiques qui nous permettent d'aller dans la bonne direction sans avoir à attendre le grand soir. Voilà. Anne-Charlotte. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'aussi, on va peut-être progressivement devoir, du côté académique, du côté des politiques publiques, décloisonner, désiloter. Et voilà, cette crise écologique, biodiversité est à rapprocher de la crise climatique, parce que ce sont deux choses qui sont complètement interliées, même si, bien entendu, académiquement, on est obligé de sectionner un petit peu les projets, les sujets pour pouvoir analyser dans le détail, mais plus de transversalité entre ces recherches-là, qui génèrent une crise sociale, de justice. Enfin, il y a vraiment plein de choses ensemble à réfléchir. Donc je pense qu'on va être obligé de décloisonner les choses pour tenter de répondre à cette situation. Et donc oui, du côté des politiques publiques, je suis d'accord, je pense qu'il y a déjà plein de choses qui existent, ne serait-ce que si on appliquait ce qui existe aujourd'hui, ce serait déjà super. Et il y a un rôle important des associations environnementales et des mobilisations citoyennes petit à petit pour alerter en fait. Et on a vu des projets être abandonnés ces dernières années. C'est un début en fait, un début aussi de lever de drapeau de la société civile pour montrer à quel point... Prise de conscience. Voilà, et on n'est pas d'accord de la façon dont en fait, les politiques publiques ne s'appliquent pas dans certaines situations, ou très mal. Harold Levrel. Oui, alors le terme économie politique, il est polysémique dans notre discipline, donc je ne vais pas trop aller dans le détail. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la biodiversité, c'est vraiment un sujet sérieux. Or, ce n'est pas considéré comme tel. Ce n'est pas considéré comme tel par beaucoup d'économistes encore aujourd'hui. C'est quelque chose un peu d'anecdotique, et puis ça ne joue pas vraiment sur la vraie production, les vrais enjeux de richesse, les vrais enjeux de répartition. Ça, c'est faux. Je pense que fondamentalement, c'est vraiment un enjeu du 21e siècle, la biodiversité, pour toutes les raisons, je pense, qu'on a discutées aujourd'hui. Évidemment, du côté des politiques, c'est la même chose. Il y a une méconnaissance parfois crasse, et quand je dis ça, c'est, je pense notamment à nos préfets et préfètes, qui donnent des autorisations de dérogation, de protection des espèces, des habitats, etc., tous les jours sans savoir de quoi ils parlent. Ils n'ont pas eu la formation pour, c'est-à-dire que dans leurs écoles, ils n'ont pas appris à savoir ce que c'était que la biodiversité, à quoi ça servait et comment ça fonctionnait. Donc, si effectivement l'idée de construire une économie politique de la biodiversité pouvait aller vers une prise en compte plus sérieuse de ce sujet pour l'être humain et puis pour les autres espèces avec lesquelles on cohabite, je pense que oui, ce serait vraiment une bonne chose dans les années à venir. Et donc, on l'a compris, la biodiversité, c'est un révélateur qui oblige à repenser la valeur, la production, la gouvernance. Voilà tous les thèmes qu'on a évoqués cet après-midi. On l'a compris avec vous, Fanny Aurier, Anne-Charlotte Vessire, Harold Levrel. Merci à vous trois. La biodiversité transforme la science économique en une science du vivant et au service d'une nouvelle politique de la nature, ce qu'on a essayé d'évoquer ensemble durant cette heure et demie. Merci pour vos explications. Merci à vous d'avoir suivi ici à l'UCLI à Lyon cette conférence ou en ligne depuis les réseaux et à travers la France ou le monde entier. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une très bonne après-midi.